Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale concernant la thématique que nous allons aborder. Aujourd'hui, la thématique portera sur la France, le système politique français, les relations que la France peut entretenir avec le fait religieux, son administration, son histoire. Bref, l'idée ici dans cette émission est de pouvoir connaître et appréhender davantage la France et son système politique et administratif. Donc, vous l'aurez constaté, l'émission est un peu particulière puisqu'elle est en français et non pas en langue turque comme initialement prévu. Et l'idée est de pouvoir nous plonger plus en profondeur dans le mécanisme et dans les systèmes et dans les rouages de la France. Donc, avec nous pour cette émission, nous avons deux invités très spéciaux. Tout d'abord, Monsieur Fourcantin-Henri Verdi, qui est avocat au barreau de Lyon. Bienvenue. Et ensuite, Monsieur Mourad Chahan, qui est sociologue et également originaire de cette belle région lyonnaise. Donc, nous allons évoquer plusieurs thématiques. Et puis, la France a cette particularité lorsque on compare la France aux autres pays européens. Ce que l'on peut constater, c'est qu'elle a une différence donc, dans son organisation politique, puisque nous avons des pays voisins de la France comme la Suisse, l'Allemagne et même la Belgique qui sont des États fédéraux, ou même l'Espagne et l'Italie qui sont des États régionaux. Et donc, a contrario, la France est un État centralisé, même si il y a une évolution vers la décentralisation. Donc on voit qu'il y a un pouvoir central qui est très puissant, à contrario de ses voisins. Nous avons également un pouvoir exécutif qui a des prérogatives qui sont différentes et même un peu plus affirmées que dans d'autres pays. Le président français en tout cas brille par sa singularité, le fait qu'il soit élu au suffrage universel direct, le fait qu'il dispose de nombreux pouvoirs au sein de la Chambre, et ce que l'on ne voit pas parmi les chefs de gouvernement des autres États, puisque vous avez également des monarchies qui sont limitrophes de la France, ou des États qui sont très parlementarisés, avec un parlementarisme rationalisé tel que l'Allemagne. Bref, ce sont tous ces aspects de la France que nous allons étudier, sur lesquels nous allons tenter de nous pencher, sur lesquels nous allons tenter de réfléchir, et tout en ayant une vision un peu plus pédagogique, l'idée étant de présenter les singularités, les particularités de la France à l'aune de personnes de nos invités qui pratiquent au quotidien ces particularismes de la France. Donc ça va être dans un premier temps, nous évoquerons ça, et ensuite nous irons plus sur les éléments concernant la société française. Et la France, là aussi, brille par sa singularité. On le voit, même si l'Occident est traversé par le sécularisme, la France a cette particularité c'est un pays laïque, avec une laïcité qui est chevillée au corps. Et c'est cette laïcité que nous allons étudier. Quelle est la place du fait religieux dans la société française, comment cela se traduit-il au quotidien, comment dans l'administration, les administrés, les citoyens et les Français perçoivent cette laïcité au quotidien, et comment on peut en découvrir les forces, les faiblesses, les difficultés que ce principe arrive à mettre en lumière au quotidien. Voilà toutes les thématiques que nous allons aborder tous ensemble, et c'est la raison pour laquelle je me tourne vers Monsieur Henri Verdi et vous poser cette première question qui, comme je l'évoquais, on a parlé de cette forte centralité française, du fait que la France est un État jacobin, centralisé, avec un pouvoir central fort, et on a cette évolution qui, par sédimentation, est arrivée au fil des années. Et est-ce que vous pouvez nous dresser en tout cas un portrait de ce qu'est la France et de ce système, puisque on a, je l'ai évoqué tout à l'heure, on a pas mal de voisins, et nos voisins sont très souvent des États décentralisés ou même des États fédéraux. Donc j'aimerais vraiment avoir votre avis, et si vous pouvez nous éclairer sur cette question. Alors, je ne sais pas aujourd'hui dans quelle mesure on peut appeler la France comme étant un État jacobin, mais on peut l'appeler comme étant un État relativement centralisé. Je dis bien relativement centralisé, puisque les vagues de décentralisation et de déconcentration que la France a vécues à travers le XXe siècle a transformé profondément son fonctionnement intérieur.
la strate administrative, le millefeuille administratif qu'on appelle régulièrement dans le monde juridique, a transformé bien évidemment l'administration française. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des dizaines d'administrations, nous avons plus d'une trentaine de milliers de communes en France, nous avons les départements, les régions, les communautés de communes, etc. Tout ça pour vous dire que la situation administrative de la France a fortement évolué vers cette décentralisation. Mais encore heureux, il y a cette partie centralisée, puisque moi, la différence et la singularité française, je trouve qu'elle trouve son origine dans son histoire et dans ses racines. C'est la raison pour laquelle je trouve que le fonctionnement centralisé est un fonctionnement qui est relativement approprié à la France. Quand on parle de ses voisins, j'ai envie de dire, à partir de la Seconde Guerre mondiale, malgré les changements de régime qui ont eu lieu en France, les changements, je parle, mais il y a eu 2 changements de régime. Premièrement, la 4e République, ensuite la 5e République, qui elle-même a énormément évolué en son sein. J'ai envie de dire, la France a été l'un des rares pays qui ne s'est pas totalement déserté à la suite de la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, l'Allemagne qui a été totalement divisée en 2, la Belgique qui avait été envahie totalement par l'Allemagne. Enfin, la France aussi, elle a été envahie, mais bon, elle a été vainqueur de cette guerre pour les raisons que nous connaissons, notamment l'engagement de Charles de Gaulle à Londres, en disant que la France était plutôt à Londres, mais pas à Vichy. Mais du coup, le régime de Vichy, etc., bon, l'administration a été fortement affectée. Toutefois, le fonctionnement fédéral ou bien régional que vous citez, par exemple, des pays comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et la Suisse, moi, je pense que ce n'est pas du tout le modèle qui devrait être à suivre pour la France. Je vais politiser directement le sujet comme ça, je vais permettre à mes collègues de rebondir. Mais du coup, je ne pense pas que c'est le fonctionnement qui peut être agréable pour la France, puisque malgré cette vague de décentralisation qui existe. Alors en fait, oui, vous l'avez dit, il y a eu une vague de décentralisation en France. Alors j'aurais... alors l'idée, je suis entièrement d'accord avec vous, mais l'idée c'est un peu de tempérer, parce que malgré toutes les vagues de décentralisation, ce que l'on observe en fait en France, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une décentralisation et à chaque fois qu'il y a un mouvement pour donner un peu plus d'autonomie aux particularismes locaux, puisque vous l'avez dit, en fait, la France, c'est un peu cette France des cathédrales ou des églises. En fait, dès lors qu'il y a une église, il y a une commune. Dès lors qu'il y a une commune, il y a une identité locale forte. Et en fait, si on devait comparer avec les autres pays, c'est ce qui, à mon sens, fait la particularité de la France, c'est-à-dire qu'il y a un particularisme local très fort, même si le pouvoir est centralisé. Mais la centralisation du pouvoir, en dépit de toutes les vagues de décentralisation, quels que soient les actes, on peut les appeler les actes 1, 2, 3 de la décentralisation, la vague de centralisation est tout à fait importante, puisqu'à chaque fois qu'il y a une décentralisation, en même temps, vous avez évoqué la question, c'est la déconcentration, c'est-à-dire qu'on attribue de plus en plus de pouvoir aux représentants de l'État au niveau local, c'est-à-dire les préfectures. Donc voilà à peu près où nous en sommes. C'est la raison pour laquelle, même si la France est en voie de décentralisation, je n'arrive moi pas à percevoir, en tout cas, un affaiblissement de l'État central. À la distinction des autres États européens, des voisins, donc il y a les États régionaux, puis l'Italie a ses particularités, puisqu'en fait il y a ses particularismes locaux. L'Espagne est traversée par des divisions un peu plus ethniques qui font que c'est devenu un État centralisé. Mais la France, elle, ces différents particularismes locaux, que ce soit la Corse, que ce soit la Bretagne, que ce soit l'Occitanie, la Savoie, a toujours gardé en tout cas cette centralité forte. Et en fait, c'est ce qui explique, à mon sens également, le fait qu'il y a cette bataille entre le local et le central. Bah après, moi, franchement, je suis relativement pas d'accord parce que moi, je ne pense pas que l'État centralisé n'a pas perdu ses prérogatives, puisque lorsqu'on regarde la présence justement des couches administratives dont la compétence est de plus en plus garantie par la Constitution et de plus en plus par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Bon, je n'ai pas envie d'en faire un débat juridique, mais toutefois, il y a également une perte de prérogatives au profit de l'Union européenne au sein de la France. Donc moi, je pense que là, actuellement, on a une présence omnipotente du président Emmanuel Macron, puisque il utilise toute la possibilité que la Ve République lui permet dans sa Constitution. Et nous avons également un Parlement qui est très faible, sans aucune majorité, avec des groupes qui sont particulièrement divisés, dont le vote des peuples est désormais de plus en plus
méprisé, et je pense que je pèse assez mes mots. Par conséquent, c'est la raison pour laquelle nous avons l'impression d'avoir un État super central, mais quand on regarde le fonctionnement interne du pays, on voit que l'État n'est plus si central que ça, on voit qu'il n'a plus du tout les prérogatives qu'elle prétend y avoir. Et c'est sur ça qu'il faut attirer l'attention, puisque que ce soit en matière de politique migratoire, aujourd'hui, il n'y a aucun des politiques français qui est capable d'honorer les engagements qu'il prend, par exemple sur la politique migratoire ou sur la politique monétaire. Donc, on ne peut pas parler d'un État qui a ses pleines prérogatives à partir du moment où on a une strate administrative très forte en son intérieur et à partir du moment où on a une transmission de prérogatives à l'extérieur. En fait, alors, sans toujours entrer dans ce débat juridique, puisque l'idée, c'est d'avoir un regard un peu plus, prendre un peu plus de hauteur, mais le pouvoir de l'État, et en tout cas, quand on étudie, quand on analyse la Constitution, et singulièrement, je ne voudrais pas faire du juridisme, mais quand on observe la lecture de l'article 5, par exemple, de la Constitution, l'article 1er, en tout cas tous les articles que le président sait mobiliser en temps et en heure, la raison pour laquelle je suis un peu plus réservé sur cette idée que l'on va vers la décentralisation. Si vous voulez, pour moi, en tout cas ça c'est mon analyse, c'est que c'est une sorte de transfert de souveraineté pour l'Europe et transfert, non pas de souveraineté, mais transfert de compétences au niveau des collectivités territoriales qui sont de façade, puisque l'État peut à tout moment, en tout cas quand son intérêt le justifie, les récupérer, en tout cas les tempérer. Mais alors, l'idée, voilà, ici, c'était vraiment de présenter ce centralisme fort, mais je voulais, en tout cas, plutôt l'analyser sur comment en est-on arrivé là. Parce qu'en fait, de toute façon, qu'il y ait une décentralisation ou non, qu'il y ait une construction européenne ou non, il est un fait, c'est que la France, en tout cas, en tout cas évolue, brille par le fait qu'il y a un pouvoir central fort. C'est la raison pour laquelle je me tourne vers vous, Monsieur Chahane. Et donc, du coup, est-ce que vous pourriez, vous, nous dire, en tout cas, comment se fait-il que, est-ce qu'il y a une particularité de la France pour en arriver là, avoir une sorte de pouvoir central fort? Mais, alors, pas seulement au niveau des institutions, mais vraiment au niveau de la sociologie, de la société. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'éclaircissement là-dessus, s'il vous plaît? Alors là, c'est vrai que pour comprendre la France d'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de limiter notre analyse à une période, à un intervalle de temps euh, très précis, parce que donc, la France est un pays qui a une histoire qui a plus de 2000 ans et qui a vécu et subi des transformations régulières. Et de ce fait, donc, nous avons la France actuelle, qui reste une puissance économique et industrielle. Et de ce fait, enfin, moi, en tout cas, je préfère baser sur des faits historiques qui nous permettront justement de comprendre euh, la France actuelle avec ses institutions, sa structure sociale, économique et politique. Donc pour moi, pour comprendre la France d'aujourd'hui, il faudrait savoir que, enfin, déjà, premièrement, donc, le nom du pays est officiellement la République française, la République de la France. C'est à vous de savoir comment vous voulez l'appeler. Mais c'était anciennement un royaume, donc une monarchie absolue. Et deuxièmement, c'est un pays qui a une expérience impériale. Donc, que ce soit lors de la période d'après-révolution, donc à l'échelle européenne, et pendant la période de colonisation au XIXe siècle. Et troisièmement, c'est un pays industriel. Donc, il faudrait se baser sur ces trois faits pour comprendre comment la France s'est transformée à travers le temps et comment sa politique actuelle, enfin, pour comprendre le raisonnement qui se cache derrière sa politique actuelle. En fait, la centralisation, enfin un État central, c'est une copie, on va dire, conforme de la monarchie absolue. Donc, vous savez très bien, donc, depuis, enfin, même pour De Gaulle, on disait qu'il se prend pour un roi. Donc, à chaque fois, à partir du moment où un président se permet d'avoir un petit peu plus de pouvoir ou d'avoir cette tentative, ben, on lui critique parce qu'il a envie le royaume, la royauté. Et donc, c'est une habitude à la française. Donc, parce que nous, on n'a pas
En France, on n'a pas signé la Magna Carta comme au XIIIe siècle, comme les Anglais, ou on n'a pas on n'avait pas un pays qui était constitué principalement des principautés comme en Allemagne. Donc c'est pour ça que la fédération n'est pas vraiment française. Et ce qu'il faut également noter, c'est qu'au XIXe siècle, donc lors de la seconde révolution industrielle, la France a subi une nationalisation également après la Révolution. C'est-à-dire que tout s'est structuré au fur et à mesure. Donc on a créé une nation parce que dans le cadre d'un idéalisme républicain. C'est-à-dire que à l'échelle nationale, donc nous voulions former une société française qui parle la même langue, qui a les mêmes valeurs, les mêmes principes, et donc qui travaille pour un seul but commun. Donc c'est ce qu'on appelle l'idéalisme républicain face aux royalistes, face à l'Église. Et donc c'est pour ça que nous parlons la même langue à Paris, à Marseille, en Bretagne, en Occitanie, en Alsace. Donc l'idée justement est de former une société française uniforme. Et donc nous avons fait cela à travers l'éducation et les institutions publiques. Donc cette décentralisation, en fait, à première vue, peut paraître, comment dire, comme un avantage, si vous voulez donner plus de pouvoir aux représentants locaux, etc. Mais en pratique, c'est que ce contre l'idéalisme républicain et contre l'uniformisme qu'on a pour certains principes donc, de la République. Et de ce fait, donc, il faudrait, comme j'ai dit, essayer de comprendre à partir des faits, donc sur un intervalle de temps assez long, pour savoir comment la société française, et par conséquent l'État français, s'est transformé. J'aimerais rebondir à ce sujet puisque un fonctionnement décentralisé, ce n'est pas nouveau dans l'État français. C'est-à-dire qu'à la suite des Carolingiens, le féodalisme s'étant énormément répandu sur le territoire qu'on appelle la France aujourd'hui, avait provoqué un suzerainisme et non pas un souverainisme, puisque en fait le roi était finalement comme les autres nobles, sauf qu'il disposait justement de la royauté. Et il faut le rappeler, c'est grâce à la papauté que le roi a pu obtenir justement ce suzerainisme et de se mettre en haut de la hiérarchie. Parce qu'il n'était pas rare lors de cette époque de féodalisme que des féodaux ou bien des nobles puissent déclarer la guerre au roi. Et le roi, il a fait la guerre contre plusieurs nobles qui étaient très, très influents à cette époque-là. Et du coup, comme M. Chahan a évoqué, déjà Napoléon, lorsqu'il a pu promulguer le Code civil en 1804, la France était divisée en quatre. 4 langues, 4 droits différents, et 4 juristes de ces 4 coins de la France se sont unifiés afin justement d'avoir ce centralisme. Donc la France, il y a justement cette tentative de centralisation. Par exemple, lorsqu'on a évoqué le fait que le président de la République, à chaque fois qu'il essaie justement d'entreprendre un mouvement de centralisation de l'État, il se fait critiquer comme étant le roi ou un royaliste. On se rappelle tous de Charles de Gaulle qui disait ce n'est pas après 60 ans que je vais entamer une carrière de dictature. Donc ce mouvement, il existe. Certes, cette centralisation existe et cet uniformisme existe. Mais toutefois, aujourd'hui, ce qu'on constate après ces évolutions historiques, et notamment depuis la Seconde Guerre mondiale et avec la construction, encore une fois, de l'Union européenne, que le mouvement va dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'on ne va pas vers une centralisation, mais plutôt vers une décentralisation. Ce qui peut, à premier abord, sembler être contraire à la construction historique française. Alors, en fait, oui, effectivement, il y a, lorsque on observe, en tout cas, l'histoire française, vous avez évoqué la période médiévale, vous avez évoqué la question de la féodalité. Donc, on a fait plusieurs passages à travers l'histoire. Là, mon propos, ce n'est pas de dire qu'on n'est pas dans un mouvement de décentralisation. Mon propos est plutôt de dire que le véritable pouvoir se trouve toujours centralisé, quels que soient les quelques bribes, en tout cas quelques éléments de pouvoir que l'on peut laisser. Et lorsqu'on observe la construction européenne et quand on observe l'article 49 et 50 du TUE, qui concerne justement l'entrée ou la sortie au sein de l'Union européenne, ce qu'on observe, c'est que des États restent souverains. Et dès lors que vous êtes souverain,
tous les transferts de compétences doivent être relativisés. Et singulièrement, on le voit avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la question des transferts de compétences sont toujours, en tout cas, analysés, scrutés et passent par les fourches codines du Conseil constitutionnel et du pouvoir constitutionnel dérivé. Mais en fait, si vous voulez, la question, en tout cas plutôt ici, ce serait d'observer pourquoi en France, quelle est la singularité de la France. C'est plutôt vers cela que j'essaye d'orienter. Non pas de débattre si véritablement, oui ou non, le pouvoir est décentralisé, mais pourquoi, à la différence des autres pays, on a cette singularité. C'est ça qui différencie la France. C'est pourquoi le pouvoir central est si fort en France. Qu'est-ce qui fait que parce que dans les autres pays, on voit bien, quand on observe l'histoire de l'Italie, à un moment donné, l'Italie a été également obligée de s'unifier. L'Espagne, que ce soit avec la période des guerres de religion et de la Reconquista, on voit bien également que l'Espagne a vécu cela. Idem pour l'Allemagne, pour la Grande-Bretagne. Donc on le voit bien. Mais pourquoi en France, il y a cette singularité où on a un pouvoir central fort, indépendamment des évolutions que peut avoir ce pouvoir central fort. C'est vraiment là-dessus, l'objet de la question était ça. Parce que là, pour le coup, on peut discuter des modalités, mais pour le coup, c'est une particularité française. Donc du coup, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Personnellement, j'expliquerai cela par la bureaucratie, en fait. Donc la France est le pays de la bureaucratie, de la bureaucratisation. Et c'est une production française qui est également exportée à travers le monde. Donc, par exemple, en Turquie, nous avons presque copié justement ce système parce que à la fin du 19e siècle et début 20e, donc nos élites se sont formées en France, ils étaient francophones et par conséquent, ils ont recopié, ils ont repris les éléments qu'ils ont pu observer donc, dans le système français. Et en fait, il faudrait comprendre le fonctionnement de la bureaucratie, non pas à travers les lois, les textes, etc., parce que ça reste des textes et tant qu'on ne les applique pas, je ne sais pas si ces textes auront une influence. Alors que la bureaucratie, en fait, représente une tradition d'État, donc qui s'accumule, donc avec une connaissance qui s'accumule à travers le temps et qui se transforme. Et le but, justement, est de maintenir ce corps d'État qui est au cœur, en fait, j'ai pas une approche organiciste, mais voilà, c'est comme le cœur chez un homme, donc de maintenir ça en vie et faire en sorte que ça se passe donc selon les personnes qui possèdent, selon la volonté des personnes qui possèdent ce pouvoir. Et c'est pour ça que donc, tout se forme à Paris, et parce qu'anciennement la capitale était Paris, donc que ce soit pendant la monarchie ou après la Révolution, et que tout s'est construit autour de cette ville, donc de cette bureaucratie. Et c'est particulier à la France parce que en France, nous n'avons pas eu cette même transformation historique, cette évolution historique comme en Angleterre, en Allemagne. Donc, c'est cette bureaucratie qui pèse lourd, même actuellement dans le système, et qui pèsera pour toujours. Et cette décentralisation, je vois ça comme comme un phénomène éphémère et qui va donc se limiter à certaines politiques. Mais lorsqu'il s'agira de diriger un pays, donc de décider de la politique d'État, eh bien la bureaucratie pèsera toujours. À l'origine, justement, la question de la Révolution française est très importante sur ce point, puisque quand on évoque la Révolution française, ce n'est pas seulement en 1789 que tout a été décidé. La Révolution française a donné naissance à plusieurs régimes qui sont succédés. Après la Révolution française, nous avons eu plusieurs royautés qui sont installées. Nous avons eu un dictateur, nous avons eu en tout cas un empereur et un empire. Du coup, par conséquent, il faut savoir que cette centralisation, cet effort de centralisation a eu ses origines lors de la Troisième République. Lors de la Troisième République, lorsque Jules Ferry est intervenu, notamment pour rendre l'école obligatoire, etc., nous avons réalisé un énorme effort justement d'uniformisation. Et lorsque vous évoquiez le jacobinisme en début d'émission, ce n'était pas totalement faux, puisque
à l'origine, lors de la Troisième République, nous avons eu un véritable jacobinisme. Ce véritable jacobinisme qui avait pour objectif justement d'unifier cette République qui était tant divisée. Par exemple, nous avions énormément malheureusement, de massacres durant cette Révolution française en raison justement des dissonances politiques, notamment Verdun. Et ça, ce sont des vrais souvenirs que la France retient dans sa mémoire. Et du coup, à la suite de cet effort de centralisation de la Troisième République, la France a vécu 2 guerres, dont la première, elle a pu sauver la République et son régime dans son fonctionnement, mais la Seconde Guerre mondiale a totalement dévasté le fonctionnement de la Troisième République. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé avec justement cette instabilité politique de la Quatrième République? On a eu justement cette volonté et cette tentative forte de l'homme fort qui dirige le pays, comme une référence à Napoléon, et c'est la raison pour laquelle les politiques français de l'époque, pour pouvoir constituer un nouveau régime, ils sont allés chercher un ancien général qui s'appelait Charles de Gaulle. Donc cette uniformisation est revenue notamment à la suite justement de cet épisode de révolution et ensuite à la suite de cet épisode d'instabilité politique. Et c'est la raison pour laquelle tout le pouvoir s'est toujours concentré à Paris depuis le début de la Ve République. Alors effectivement, oui, on voit cette tendance. Et je me souviens de Mitterrand qui, en tout cas j'étais un peu jeune, mais ce sont des citations qu'on avait évoquées de François Mitterrand, lorsqu'il finalement nous disait la France a eu besoin d'un pouvoir central fort pour se faire, et maintenant elle a besoin d'un pouvoir centralisé pour ne pas se défaire. Donc l'idée, c'était toujours ce paradoxe, ce mouvement de balancier, de partir d'un côté vers un autre, en tout cas soit tantôt plus de centralisation, soit tantôt de la décentralisation. Mais c'est vrai qu'indépendamment de tous ces faits, c'est un trait de caractère très fort. Il y a toujours cette bataille entre une sorte de pouvoir centralisé qui est transcendant, avec une sorte de pouvoirs locaux qui, eux, seraient tentés de partager la souveraineté. On le voit, on l'a vu, que ce soit sous l'Ancien Régime, on le voit, le roi, on a connu les épisodes de monarchie absolue, sous les différents régimes qui ont succédé la Révolution également. On le voit, tout le long du 19e siècle n'était qu'une bataille, en fait, ça n'était qu'une bataille pour essayer d'obtenir ce pouvoir central fort avec plus ou moins de réussite. Mais voilà, en tout cas, quelles que soient les singularités dans les approches que l'on peut avoir sur cette question, il est clair que la France, en tout cas, brille par cette singularité qui lui est propre par rapport aux autres pays. Avec un pouvoir central fort, en tout cas un chef d'État qui a vocation à être fort. Cela s'explique par ces institutions, et cela s'explique également par les personnages. Vous avez évoqué le général de Gaulle, vous avez évoqué Napoléon. Sur ce point, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais il y a également un autre élément qui est important pour la France, et je vais un peu changer de thématique, et c'est ce qui la différencie de tous les autres États du monde occidental, en fait. Parce que lorsque on a parlé là beaucoup de l'organisation politique de la France, finalement, c'est le pouvoir temporel. Mais dans tous les États, le pouvoir temporel s'oppose, en tout cas dans tous les régimes, en tout cas à travers l'histoire, le pouvoir temporel s'est opposé, à composer, a dû quelquefois affronter le pouvoir spirituel. On peut remonter ça à Platon, Aristote, déjà évoqué ces questions-là, sous différents angles, de manière un peu singulière. Mais on voit également saint Augustin qui, dans la Cité de Dieu, évoquait ces questions-là, avec le fait qu'il y ait un pouvoir relatif à la cité céleste en opposition à la cité terrestre. On a vu tous ces éléments-là, et finalement, ce que l'on peut observer, c'est que dans le monde occidental, il y a une certaine sécularisation. En tout cas, un mouvement qui autonomise le pouvoir temporel par rapport au pouvoir spirituel. Donc ça, c'est global dans tous les États, du monde occidentaux.
Et finalement, on a abandonné ce que l'on pourrait appeler l'hétéronomie, c'est-à-dire la loi vient d'en haut au profit de l'autonomie, c'est la loi qui vient des hommes. Et donc du coup, c'est ce mécanisme-là qui est en train d'être, c'est sous cet empire-là que tous les États occidentaux sont en train d'être gouvernés. Simplement, la France a eu cette particularité, c'est qu'elle a sanctuarisé, constitutionnalisé, juridicisé vraiment cette sécularisation en créant un principe que tout le monde connaît, un principe qui en tout cas a été plus ou moins transposé à travers le monde, mais en tout cas dont l'origine est la France, et c'est ce qui fait la singularité de la France, et vous l'aurez compris, le principe de laïcité, avec le point d'orgue, la loi de 1905, qui consacre la séparation des églises et de l'État. Et auquel point, enfin, à ce point que sous le 19e siècle, vous parliez de Jules Ferry tout à l'heure, mais Ferdinand Buisson disait bien que finalement la laïcité, c'est la destination finale des démocraties, avec une séparation fondamentale entre le spirituel et le temporel. Et donc du coup, alors sur le principe, on voit que ça fonctionne, mais plus de 120 ans après, ce principe de laïcité a fortement évolué et on observe pas mal de difficultés, en tout cas une application qui est un peu particulière en France. Donc c'est la raison pour laquelle, M. Chan, je voudrais vous poser cette question en me disant, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments concernant ce principe de laïcité qui est propre à la France, et donc évoquer le point de vue plutôt sociologique, si vous pouviez, en tout cas sur les interactions entre les humains, et ensuite on verra le volet juridique. Alors, je pense qu'il faudrait rappeler qu'au XVIIIe et au XIXe siècle, le monde occidental a connu trois révolutions qui se sont déroulées en même temps et également indépendamment. Donc, c'est une révolution de pensée qui s'est réalisée à travers les travaux des Lumières, donc qui constitue justement la pensée qui se cache derrière c'est ce principe de laïcité. Et donc une révolution industrielle qui explique la montée d'une autre classe de la bourgeoisie et qui s'est abouti donc à une révolution, à la révolution politique, la révolution française. Et en fait, la laïcité, qui est à la française bien sûr, donc il y a plusieurs types et plusieurs compréhensions, perceptions et d'applications de la laïcité. Et là, pour moi, dans le cadre de la France, c'est tout simplement une question d'hégémonie nationale. C'est-à-dire que avant la Révolution française, nous avions donc un roi qui se prétendait et qui basait sa légitimité donc selon un droit divin. Donc on n'a aucune preuve, enfin, dont on ne sait pas d'où ça sort, mais justement qui s'appuyait sur le pouvoir politique et économique de l'Église. Et sauf que nous avions une autre classe émergente qui montait en puissance, donc à travers le développement de l'industrie et du commerce mondial. Eh bien, c'est là ce qu'on appelle la bourgeoisie, et qui était là à produire, donc qui était taxé aussi, donc ils payaient des impôts, sauf qu'ils n'avaient pas de pouvoir politique, donc ils ne pouvaient pas s'exprimer sur les sujets nationaux qui leur concernaient directement. Donc c'est pour ça que ces trois transformations, donc au niveau de la pensée économique et sociale, donc ça à l'intersection de ces trois révolutions, eh bien, donc il y a eu cette transformation. Et après la Révolution, par exemple, si vous pensez au tableau du Sacre de Napoléon, donc nous avons Napoléon qui est en train de... Enfin, les gens pensent que c'est Napoléon qui met sa couronne, mais c'est Joséphine qui est couronnée en fait. Donc à la base, donc c'est un représentant de l'Église qui vient couronner le roi pour dire donc que ta légitimité se repose donc sur ce droit divin, alors qu'après les révolutions, les révolutionnaires, ils ont dit, on se base sur la raison. Et en fait, et de ce fait, justement, et en créant une alternative donc à la doctrine de l'Église, à cette pensée religieuse, donc on a cette pensée séculaire qui est basée sur la raison, eh bien, on a légitimé justement cette Révolution française. Donc, on a créé
une légitimité à travers la pensée. Et c'est pour ça que les républicains, ils sont contre l'Église, pas d'un point de vue religieux, mais d'un point de vue institutionnel. Donc, par exemple, lorsqu'on a séparé l'Église et l'État en 1905, c'était pas une séparation, c'était pas par une haine envers la religion, mais c'était tout simplement une question d'éviter juste de créer une cohésion nationale et d'éviter une ingérence extérieure. Donc, le fait de séparer l'Église, donc qui est une institution, et l'État qui se construit, eh bien, on évite justement on légitime, pardon, on légitimise notre système qui est républicain, qui a ses principes basés sur la raison, et d'un autre point de vue, et d'un autre côté, donc un système qui est basé sur la religion, donc qui a une légitimité ailleurs que la France. Ça nous permettait justement de protéger cette hégémonie nationale. Et c'est seulement à partir de 1920 que le Vatican, la papauté, a reconnu la République française. Donc, nous avons tendance à traiter d'un point de vue religieux ce sujet de laïcité, mais voilà, donc il faudrait bien comprendre que c'est une question d'hégémonie nationale, de pouvoir et d'un conflit d'intérêts entre les différents acteurs de la vie politique française. Mais justement, de toute manière, ce transfert de légitimité, comme vous l'évoquiez, était nécessaire, puisque à partir du moment où, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, vous estimez que tous les hommes naissent libres et égaux, vous ne pouvez pas prétendre à ce qu'une personne, en raison de sa descendance, puisse détenir une légitimité, du coup une souveraineté nationale, et du coup être supérieure à tous les autres, et que les autres soient appelés ses sujets. Donc en gros, cette séparation de légitimité, ça a transmis justement le pouvoir de la main justement des royautés. Et il faut savoir que durant toute la Révolution française, les descendants, les Bourbons, la famille des Bourbons, la dynastie des Bourbons a eu plusieurs tentatives de récupérer le pouvoir. Justement, cette transmission, cette séparation de l'Église et de l'État était nécessaire afin justement de proclamer et de poursuivre cette... je n'ai pas envie d'appeler ça aventure, mais de ce système qu'on a nommé la République, puisque à partir du moment où vous prétendez que vous avez une méritocratie au sein de votre régime, vous ne pouvez pas vous permettre d'exprimer qu'une personne, par naissance, mérite beaucoup plus que les autres et que les autres vont appeler ses propres sujets. Alors, merci beaucoup, mais du coup, là, la question porte sur le... Mon objectif était davantage de l'orienter sur ce principe de la laïcité, puisque là, finalement, on parle d'un pouvoir centralisé, du fait d'un pouvoir d'un homme qui, on l'a dit tout à l'heure, transcenderait le reste, et voir comment on peut partager ce pouvoir. Mais du coup, au niveau juridique, comment cela s'est traduit et pourquoi aujourd'hui on en arrive à ces difficultés que l'on peut observer? Mais plutôt au niveau du 19e siècle, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment les choses ont évolué tout au long de ce siècle pour en arriver à cette fameuse loi de 1905? Parce qu'en fait, vous avez évoqué à juste titre le fait que l'égalité entre tous les citoyens, et il n'y avait plus de sujets, mais des citoyens. Et en fait, l'égalité entre citoyens, tous les citoyens, et pour en arriver à cette séparation, à cette sacro-sainte séparation entre l'Église et l'État. En fait, alors, si on va évoquer la question justement de la Révolution française et du coup, quelles sont les raisons qui ont poussé les dirigeants de cette époque-là à proclamer cette laïcité, il faut savoir premièrement que durant toute son histoire, la France a eu des relations assez étroites avec la papauté, avec justement le christianisme. Par exemple, Clovis le Ier, il s'est proclamé, il s'est autoproclamé, on va dire, comme étant justement les successeurs de l'Empire romain par le fait de se faire sacrer par le pape. Et ça a été la première aventure de la France justement concernant le christianisme et son rôle. Ensuite, par la suite, nous avons également Charlemagne qui a été couronné par le pape, qui a été déclaré empereur par le pape, et du coup qui s'est proclamé comme étant les défendeurs justement de la religion chrétienne. Par ailleurs, les guerres de religion qui ont fait énormément de souffrir le pays ont également comme origine justement cette disconnexion entre la politique et
le religieux. Donc, il faut savoir que donc, le religieux, quelle que soit l'histoire, quelle que soit la période historique que nous prenons, a eu un énorme rôle au sein justement de la vie politique française, que ce soit la vie politique monarchique ou que la vie politique républicaine. Mais ensuite, durant la Révolution française, nous avons vu que, par exemple, plusieurs papes ont tenté justement de légitimer le pouvoir des descendants des Bourbons. Par exemple, on peut parler de Louis XVIII, qui a bien sûr limité son pouvoir et du coup, la France était devenue à ce moment-là une monarchie constitutionnelle, donc dont le roi avait ses propres limites. Mais toutefois, l'Église a eu un énorme rôle à ce sujet. Même concernant justement cette révolution elle-même, vous savez, nous savons tous que lors de la Révolution, il y avait seulement 3 classes. Il y avait le clergé, les nobles et le tiers-état. Malgré le fait que le tiers-état soit beaucoup plus nombreux, les nobles et le clergé étaient beaucoup plus favorables à cet état de fait, à ce statu quo, et non pas justement, ils ne tendaient absolument pas vers une évolution vers la République. Par ailleurs, moi je pense honnêtement que cette laïcité, encore une fois, était une évolution logique dans l'histoire de la France à partir du moment où les Français ont aboli les privilèges dès le début de la Révolution. D'accord, mais alors du coup, oui, effectivement, c'est une évolution. Personnellement, en tout cas, mais ça, c'est mon point de vue. J'ai un regard un peu plus nuancé sur la Révolution française. Pour ma part, la Révolution française, au-delà de ce que l'on peut évoquer, de tout ce que l'on peut apprendre durant nos années, et durant les enseignements et tout ce qu'on nous a transmis, je considère que la Révolution française est quelque chose d'inéluctable. En tout cas, ce n'était pas un mouvement d'une sorte de volonté du peuple de se rebeller face à cet ordre et à ces privilèges qu'il y avait. C'était effectivement les privilèges, mais ce que l'on observe, puisque c'est la DDHC, donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est l'illustration parfaite, la mise sur papier, en tout cas, des revendications de la Révolution. Et ce qu'on observe, c'est que l'une des premières choses que l'on voit, c'est le droit de propriété. C'est-à-dire que finalement, l'objectif ici, ce n'est pas une sorte de volonté vraiment d'égaliser, et en tout cas de mettre tous les citoyens sur un pied d'égalité, puisque en 1789, on proclame l'égalité, mais directement dans les 2 années qui suivent, on invoque la souveraineté nationale, puisque finalement, il fallait avoir suffisamment d'argent pour pouvoir payer le cens et pouvoir participer aux élections. Donc on voit bien que l'idée, c'est pas tant une sorte de volonté d'égalitarisme, mais plutôt une sorte de remise à niveau des vrais rapports de force. Et quels étaient les rapports de force ? Le rapport de force qu'il y avait antérieurement, c'était la propriété foncière. La propriété foncière faisait que vous aviez le pouvoir. Les nobles, le clergé avaient accès à cette propriété foncière. Les bourgeois, qui faisaient partie du tiers-état, n'avaient pas accès à la propriété foncière. Voilà. Et la meilleure illustration, en tout cas à mon sens, c'est la pièce du bourgeois gentilhomme, où l'on voit Monsieur Jourdain, qui lui a la puissance financière et se fait courtiser par un noble pour qu'il puisse épouser sa fille et qu'ensuite on puisse orienter. Et là, finalement, quand on observe cette pièce de Molière, on voit qu'il y avait les prémices, en tout cas, il y avait le terreau fertile pour la Révolution française. Finalement, c'est la transformation économique d'une économie fondée sur le foncier vers une économie capitaliste, c'est-à-dire fondée sur l'argent, qui inéluctablement a eu raison de la monarchie française. Ça, c'est mon point de vue. C'est un point de vue qui est un peu, en tout cas, qui a une vision un peu différente ou moins magnifiée que ce qu'on ne peut nous enseigner dans nos manuels d'histoire. Mais j'aimerais vraiment revenir sur ce principe de laïcité, puisque on a évoqué la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous l'avez indiqué, article 1er, c'est l'égalité de tous les citoyens. Et quand on observe l'article 10, et cet article 10 qui nous dit que nul ne peut être inquiété par ses opinions, même religieuses. Donc là, la formulation est singulière. Et cela, on voit bien que cela renvoie à la liberté de culte. Et finalement,
finalement, ce qu'on observe, la liberté de culte, ce n'est pas tant le fait qu'à l'époque, la France était un royaume et un État chrétien, il n'y avait pas de doute là-dessus, mais ces opinions, même religieuses, étaient avant tout une sorte de bataille au sein de la chrétienté entre l'Église réformée et l'Église catholique. Et c'est-à-dire que quand vous étiez protestant, vous pouviez exercer votre culte sans pouvoir être inquiété. Et là, il y a eu cette évolution tout au long du 19e siècle pour qu'au début du 20e, on soit consacré avec la loi de laïcité. C'est vraiment sur ce point. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer. Comment est-ce que vous pensez que cette évolution a eu une influence sur la perception de la laïcité qu'on a aujourd'hui? Bon, personnellement, je pense que la manière de présenter et d'expliquer la laïcité actuellement euh, est- reste n'est pas en fait ne se fait pas dans une logique de pensée donc ce n'est pas une explication à travers ses origines philosophiques, etc. Mais c'est une manière de justement créer une atmosphère d'incertitude et de peur. Parce que la laïcité, ça reste un principe et ça, normalement, les individus ne devront pas être concernés. Parce que une personne ne peut pas dire je suis laïque au sens qu'on comprend, au sens commun, mais ça reste un principe qui concerne l'État, ses institutions et donc à l'échelle sociale. Et actuellement, la manière de présenter la laïcité, donc d'un point de vue religieux, et soi-disant donc qui utilise comme un facteur de pression dans une minorité dans la société, eh bien c'est très mal présenté. Donc, et là, la laïcité reste un bâton justement qui consiste à créer cette atmosphère d'incertitude, à dresser donc une certaine partie de la population. Et voilà. Même à l'époque où justement la laïcité a été proclamée, moi j'estime que la laïcité avait été particulièrement mal interprétée. Et ça rejoint également cette formation centraliste de l'État français. Puisque à partir du moment où en 1905 la laïcité a été proclamée, nous avons confondu la laïcité et l'absence de tout rapport religieux. C'est-à-dire que les religieux, on les a justement enfermés dans leur église. On a dit il n'y a plus aucune religion au niveau étatique. Et c'est même pas il n'y a plus aucune religion au niveau étatique, c'est qu'on a tenté justement de supprimer la religion de l'espace public. Par exemple, les enseignements qui étaient tirés du christianisme, qui étaient justement là présents durant des millénaires dans l'histoire française, a été supprimé en une génération. C'est-à-dire que ça c'est un point de vue totalement extérieur et objectif. À partir du moment où vous coupez aussi brutalement toute relation qu'un pays ou qu'une société a par rapport à justement son histoire, vous devez créer cette nouvelle société. Donc cette nouvelle société qui s'est créée également justement par la centralisation, par le fait d'avoir une société uniforme, puisqu'on avait coupé tout rapport avec l'histoire du pays et de nouvelles générations. Et même aujourd'hui, à l'époque c'était donc le christianisme donc, qui devait être enlevé de l'espace public, et aujourd'hui on le voit, la religion la plus visible en France, c'est l'islam. Que ce soit par les justement manifestations qui est considérée comme étant ostentatoire, justement par le port du voile, ou ça peut être également les habits plutôt culturels qui proviennent du sud de l'Afrique, du sud de l'Afrique, ou bien même du monde arabe de manière générale, on considère que cela porte atteinte à un principe de laïcité dont le seul objectif est de justement séparer le fonctionnement de l'État et de la religion. Du coup, là, cette malinterprétation, j'ai l'impression qu'elle continue. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, c'est l'islam qui est de plus en plus visible. C'est la raison pour laquelle on commence à avoir des propos assez stupides, alors que le pays traverse des dizaines de crises, de proposer l'interdiction du port du voile dans l'espace public pour les mineurs, qui a été porté par un des députés français. Donc, c'est la raison pour laquelle cette mauvaise interprétation de la laïcité, alors que cette laïcité, quand elle est interprétée différemment dans d'autres pays européens, par exemple en Grande-Bretagne, ne pose pas les difficultés qu'elle pose aujourd'hui en France. Alors, effectivement, alors, la Grande-Bretagne, c'est un peu particulier puisque finalement le fonctionnement, en tout cas la culture anglo-saxonne, est un peu
et sensiblement, même, en tout cas sensiblement, Très différente. c'est un euphémisme. Voilà, la société anglo-saxonne, en tout cas la culture anglo-saxonne, est très différente de la culture française. Alors, pour ma part, ce que j'observe en tout cas il y a deux dimensions, en tout cas deux types de laïcité. Une laïcité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on s'en fonde sur la lecture croisée de l'article 4 et de l'article 10 de la DDHC, où finalement on ne devait pas être embêté du fait de ses opinions religieuses, il y a eu tout au long du 19e siècle et même au début du 20e siècle un principe selon lequel chacun pouvait exercer son culte librement, sans être embêté et en pouvant mettre en avant son appartenance religieuse à condition que cette appartenance religieuse ne se reflète pas dans les affaires de l'État. Et ça, on l'a vu tout au long du 19e siècle. Ça, pour le principe. Ensuite, sur le fonctionnement de l'État, il y a une réalité. Et je crois que pour pouvoir bien comprendre le fonctionnement français, c'est que je crois que cette réalité, il ne faut pas l'occulter, c'est cette, en tout cas, bataille féroce qu'il y a eu entre le pouvoir politique et l'Église. Tout au long du XIXe siècle, quels que soient les régimes qui se sont succédés, je pense singulièrement, on a parlé de Napoléon tout à l'heure, au régime concordataire sous Napoléon, il y avait une volonté de la part du pouvoir politique français, du pouvoir temporel, d'influer sur le pouvoir spirituel de l'Église, et donc, en tout cas, de séparer, d'arracher l'influence de l'Église sur la société. Et vous avez évoqué, Jules Ferry tout à l'heure, l'idée de créer une école laïque, c'était vraiment, dès la plus tendre enfance, de séparer vraiment le religieux du pouvoir temporel. Quand on observe, quand on lit les textes de Marcel Pagnol, on le voit bien. Lorsque Marcel Pagnol présente son père, il présente son père comme un fonctionnaire zélé qui s'en prend à son oncle juge, qui s'en prend au curé dans son petit village, qui, en tout cas, exècre le pouvoir et la figure du prêtre. Donc ça, on le voit bien. Il y avait cette bataille-là, et cette bataille offensive, donc on avait la libéralité du fait de pouvoir exercer son culte comme on le voulait, mais également une bataille du pouvoir central. Et là, j'ai l'impression, donc pour les critiques que vous avez formulées tout à l'heure relatives à l'islam, j'ai l'impression que cette nouvelle religion, parce que l'islam a toujours existé en France, mais de manière, c'était une religion qui était vraiment extrêmement minoritaire, jusqu'à les années 60, et après, et à partir des années 60, avec la fin de la colonisation et le début des vagues migratoires suite à la reconstruction nécessaire du continent européen, on a vu une religion, l'islam, qui est venue s'implanter en Europe. Et c'est là, j'ai l'impression que l'on vit en Europe, et singulièrement en France, toute cette difficulté de cette gestation entre l'islam et l'Europe. Et je vois qu'il y a cette tentation, en tout cas ça c'est l'observation, c'est simplement mon observation, dites-moi si vous êtes d'accord, mais cette tentation de vouloir faire pareil avec l'islam, c'est-à-dire que attaquer, comme on a attaqué durant le 19e siècle, que le pouvoir temporel attaque le pouvoir spirituel de l'islam, de faire cette tentation de vouloir faire la même chose qu'on a fait à l'Église, mais sur le point de vue de l'islam. Je ne sais pas, c'est peut-être un peu théorique, mais c'était vraiment l'observation que je... En fait, je pense que le cas de l'Église et l'islam, il faudrait les traiter indépendamment parce que, premièrement, l'Église est une institution, donc qui a une histoire qui est ancrée dans l'histoire du pays et qui a une influence très forte sur la société. Vous avez même des petits villages où il n'y a pas d'école, mais des églises. Et les églises donc, sont à la fois une institution
qui permet qui fait des registres, donc qui ont toutes les informations sur la population, qui les éduque, les enfants, donc les futurs sujets. Et donc ça reste une institution qui peut prétendre au pouvoir. Et c'est pour ça qu'on a eu cette méfiance envers, pas la religion, mais c'est pas la chrétienté, mais l'Église en tant qu'institution. Parce qu'il faudrait savoir que l'Église, donc je ne parle pas seulement de l'Église en France, mais donc cette organisation dont le pape est le dirigeant, je veux dire au sens séculaire, et possède un capital énorme qui peut défier qui peut servir, par exemple, aux royalistes justement d'instaurer leur système justement, et ça reste une influence à prendre en considération. Et l'islam en France, donc les sujets liés à l'islam, en Europe, on commence à les voir, surtout pendant la période de la guerre froide. Parce que avant, nous avons donc une puissance coloniale qui s'est implantée dans les régions dont la population majoritairement musulmane, et donc se limite à ça. Enfin, les sujets liés à l'islam, se limitent à ça, et seuls les connaisseurs, donc les savants, les scientifiques qui s'intéressent, connaissent vraiment la culture de ces peuples et la religion de l'islam. Et sauf que c'est à partir des années 1980 que petit à petit on voit ça s'installer, parce qu'on a une nouvelle génération d'immigrés qui voit le jour, et donc en parallèle aux transformations de la politique mondiale. Et là, pour moi en tout cas, le vrai tournant sur les questions liées à l'islam, c'était après la période après la révolution, le printemps arabe et la guerre de Syrie. Donc, parce que c'était une intersection donc, entre les transformations sociales dans ces pays, la popularisation des réseaux sociaux, et donc des transformations au Moyen-Orient. Et justement, c'est pour ça que actuellement dans les médias, on mélange tous les sujets qui n'ont rien à voir. Donc, on n'arrive pas à distinguer les principes de la religion, l'histoire de la religion, la culture de ces peuples immigrés. Et donc on a tendance justement à embrouiller les pistes, et de créer justement de faire régner cette désinformation. Et l'islam aujourd'hui, l'islam est une religion que tout le monde peut, par sa propre volonté, peut y adhérer ou pas. Mais en France, ce n'est pas une institution comme l'Église. Donc on ne peut pas traiter dans ce rapport de force, comme on ne peut pas comparer donc au conflit entre l'Église et l'État français. Et il faudrait avoir une approche beaucoup plus structurelle que politique, au sens comme au XIXe siècle avec l'Église. Votre analyse à ce sujet, M. Polat, rejoint la mienne, puisque moi je suis entièrement d'accord sur le fait que l'islam est devenu justement la suite de cette guerre qui a été entretenue avec l'Église. Et je vais m'expliquer pourquoi. Moi je pense que cette guerre, j'ai pas envie d'appeler ça guerre, mais en gros cette disconnexion entre le politique et la religion, et notamment l'islam aujourd'hui, se voit à travers les discours qui sont employés concernant la religion, concernant cette religion. Puisque à partir du moment où l'islam est devenu un enjeu dans le débat public, on a directement parlé de l'islam politique. On a directement politisé la religion, on a directement dit que l'objectif de l'islam et des islamistes était justement de prendre le pouvoir, etc. Je ne suis pas là en train de réaliser une critique sur les propos ou la réalité ou pas, mais je suis juste là en train de discuter ou d'analyser les propos qui sont utilisés à ce sujet. On avait les mêmes prétentions concernant l'Église, on avait les mêmes craintes concernant l'Église. L'Église était un concurrent au souverain. L'Église a plusieurs fois couronné le roi. L'Église a plusieurs fois couronné les empereurs français. Donc, en gros, le discours que nous avions également par rapport au christianisme, nous l'avons aujourd'hui, à mon sens, contre l'islam. Et c'était pareil avec l'autorité judiciaire. La raison pour laquelle on parle de plus en plus du gouvernement des juges en France,
c'est qu'on a une énorme réticence envers justement cette institution qui est l'institution juridique, cette autorité qui n'est pas un pouvoir en France, il faut le rappeler, qui est une autorité judiciaire, en raison justement des parlements qui ont initié cette révolution française dont nous évoquions depuis le début de l'émission. Donc par conséquent, moi je pense que justement cette interprétation de la laïcité, parce que moi, à mon sens, dès le début, l'objectif n'était pas du tout de séparer l'État et l'Église, l'État et la religion, mais c'est justement de se débarrasser, si vous me permettez l'expression, de l'Église et de son influence politique ou bien son influence sur les personnes qui aujourd'hui se ressentent également à travers une autre religion qui est l'islam, qui est la religion la plus visible en Europe. Qui est la plus médiatisée, je pense. Qui est la plus médiatisée, oui. Parce que selon les statistiques, il y a, enfin, en France, donc on ne peut pas comment dire, chiffrer faire des statistiques ethniques et religieuses, mais je pense que la population ne dépasse pas les 8 millions, peut-être qu'il fait à peu près 1/10 de la population. Mais donc, en fait, c'est pour ça que il faudrait faire attention à ce qu'il dit, donc à ce que créer cette perception fictive qu'on crée dans les médias et ce qui se passe dans la réalité. Parce que la France, en France, on a séparé l'Église et l'État, mais la religion chrétienne, que ce soit que les protestants et les catholiques, donc, a toujours existé et resté. Donc la sécularisation sociale, si vous voulez, donc le fait que les individus s'éloignent petit à petit des croyances traditionnelles, ça monte, ça c'est très récent, donc c'est les années 2000. Donc, et là, on est en train de vivre une autre transformation sociale et enfin, je pense toujours en parallèle à la politique mondiale aussi, parce que c'est pour ça qu'en France, on a tendance à médiatiser et de faire régner justement cette perception de présenter comme un danger, comme pour la société et pour la politique française. Sauf qu'il faudrait voir ce qui se passe en réalité. Donc, et ce que nous allons observer, c'est qu'il y a toute une autre réalité et que c'est là qu'il faudrait voir quel est le problème. Parce que le fait de créer justement de cette impression, en fait, ça permet de dévier l'attention des individus, de la société, qui ignorent la réalité sociale et les vrais problèmes sociaux auxquels la France et la société française fait face. Alors, effectivement, il y a des dimensions sociales et alors j'aimerais revenir, mais ça c'est un point qui m'a paru très intéressant, Monsieur Charles, et c'est la raison, je vous poserai la question à vous, Monsieur Tanriverdi, c'était la question du fait, et vous l'avez dit à juste titre, et ça rebondit bien avec la prochaine thématique, cette question d'absence d'institutions représentatives de l'islam. Vous l'avez dit à juste titre, il y avait une église constituée avec un clergé qui était constitué, et en tout cas on avait une figure. Si on se place du côté du pouvoir français, on avait une figure, en tout cas une matérialisation le terme est un peu fort, j'en conviens, c'est d'une matérialisation de l'ennemi, en tout cas de l'opposant, qu'il fallait si ce n'est abattre, à tout le moins dresser, en tout cas calmer, encadrer et le placer dans un carcan ou sous son joug. Mais là, face à l'islam, il n'y a pas d'autorité comme celle-ci constituée qui représenterait l'islam. Alors il y a eu des tentatives, et singulièrement la plus, en tout cas celle qui a marqué, c'est ce fameux CFCM qui aujourd'hui a évolué avec la loi de 2021 et son application en 2022. Mais voilà. Donc du coup, c'est sur ce point que je voulais vous poser cette question. Que pensez-vous plus généralement, vraiment, je voudrais avoir un point de vue général, et je vous poserai la question ensuite, mais sur cette tentative d'institutionnalisation de l'islam pour tenter de créer, comme on a pu le dire à l'époque, un islam de France. Alors, tout d'abord, je rejoins totalement les propos de M. Charan concernant la médiatisation et la différence entre la réalité du terrain et ce que nous observons
dans les médias à propos justement de la représentativité de l'islam, puisque contrairement à ce qui peut être indiqué ou répété à des dizaines de reprises, ce n'est pas tous les jours que nous voyons des phénomènes extraordinaires ou bien... Enfin, ce n'est pas du tout la réalité du terrain et je suis totalement d'accord à ce sujet. Et concernant l'institutionnalisation de la religion, de l'islam en France, il faut savoir que l'islam, elle ne s'est pas emportée d'une manière institutionnelle comme si nous avions une nouvelle société qui était créée dans un État étranger. L'islam a existé en France en raison justement de la pratique des fidèles de cette religion. C'est-à-dire que les personnes qui voulaient exercer ce culte se sont rassemblées afin d'avoir un endroit dans un desquels ils peuvent exercer leur prière et apprendre leur religion. Et petit à petit, plusieurs mosquées ont émergé. D'ailleurs, il faut le dire, chaque communauté, chaque personne plusieurs minorités se sont rassemblées entre elles. Donc il y a plusieurs institutions qui se sont créées. Et il faut savoir que ces institutions sont totalement administrative. Et l'objectif par le CFCM, qui est devenu justement le Conseil du culte musulman finalement, a organisé des représentants et un conseil de la religion de l'islam au sein des départements, a été, on peut le constater je pense de manière unanime, un échec total. Puisque une majorité des communautés qui composent cette religion ne se sentent pas représentées par ces institutions. Et à partir du moment où cette tentative d'institutionnalisation ne représente pas les fidèles qui veulent institutionnaliser, nous ne pouvons pas nous permettre de parler d'une institution qui serait en mesure justement de s'exprimer au nom de ces personnes. Exactement, parce que là, ce que je voudrais rajouter, c'est que on a tendance à croire que, disons, il y a 8 millions de Français de confession musulmane. En fait, on a l'impression qu'on a une population homogène et structurée. Ce n'est pas du tout le cas. Absolument. Parce que c'est là que l'explication de ce manque d'institutionnalisation. Et parce que les Français de confession musulmane, hormis les convertis, donc les Français de souche qui se sont convertis par intérêt, pour des raisons personnelles, donc ce sont des gens qui sont issus de l'immigration, des pays anciennement des pays issus de la colonie française, et qui sont là pour des raisons purement économiques. Et dans la vie de ces gens-là, donc majoritairement les Maghrébins, l'islam est intrinsèque, c'est-à-dire que la vie sociale ne se distingue pas de la religion, ça fait partie intégrante de leur vie. Et le fait que, et ce qu'il faudrait également noter, c'est que par exemple, chaque culture a sa propre manière de vivre l'islam, de comprendre les préceptes religieux. Le livre reste le même, mais nous avons environ 1,5 milliard de fidèles qui ont chacun, qui dépendent de plusieurs écoles de pensée, qui créent justement des conflits intellectuels et par conséquent des conflits à l'échelle sociale. Ce qui veut dire que ici nous avons 8 millions de musulmans, de citoyens musulmans, mais qui appartiennent à différentes écoles de pensée, qui n'appartiennent pas aux mêmes ethnies, qui n'ont pas les mêmes cultures, et par conséquent qui n'ont pas les mêmes pratiques. Cela veut dire qu'ils n'auront aucunement le moyen de créer un consensus pour s'institutionnaliser. Ce n'est pas possible, parce qu'il y aura toujours des conflits d'intérêts. C'est comme, par exemple, actuellement, il y a un conflit sur le Sahara occidental entre le Maroc et l'Algérie. Eh bien, ça reste un conflit politique. Mais lorsque vous allez, par exemple, dans les cafés et que vous voyez ces gens débattre, vous verrez que ça reste prédominant au sujet religieux. Donc, c'est pour ça que quand dans les médias où la droite française dit les musulmans, mais qui sont ces musulmans? Il y en a 2 milliards. Donc, c'est pour ça qu'il reste très large en disant, mais pour stigmatiser tout le monde. Et même s'il y a des tentatives, donc on pourrait appeler ça des conseils, des fédérations, tout ça, ça va rester limité justement à des pratiques culturelles d'une certaine ethnie. Entièrement d'accord. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? À ce sujet, juste l'intégration, comme on a parlé pour la France, c'est que la religion s'est intégrée d'une certaine manière dans chaque culture. Et ces cultures se sont mêlées avec cette religion depuis des milliers d'années.
Par conséquent, à partir du moment où nous évoquons les musulmans, nous devons également évoquer comment cette religion s'est intégrée dans la culture, parce qu'il faut savoir que la culture française n'est pas opposée à l'islam. La culture maghrébine n'est pas opposée à l'islam. C'est juste une intégration qui se fait de manière différente dans le quotidien des personnes. C'est la raison pour laquelle on ne peut absolument pas parler d'institutionnalisation à cet effet. Effectivement, donc je suis entièrement d'accord avec vous sur ce point, c'est-à-dire que l'hétérogénéité des musulmans de France, mais en tout cas, on peut transposer ces problématiques, en tout cas ces constats, à tous les autres pays européens. Il y a une forte hétérogénéité, que ce soit les Turcs, on n'a pas forcément la même pratique que nos co-religionnaires d'Afrique du Nord, nos co-religionnaires d'Asie ou même d'Europe centrale. Voilà. Il y a, ou du Moyen-Orient, il y a une multitude de pratiques différentes de l'islam. Il y a une forte hétérogénéité. Vous rajoutez à ça en tout cas, le poids des pays d'origine également sur l'influence des musulmans et des fidèles qu'il y a en France. Toute cette complexité, en tout cas ces éléments qui viennent rendre un peu plus difficile l'institutionnalisation, enfin rendre difficile l'institutionnalisation de l'islam, avec des querelles qu'il y a au sein du CFCM pour ne citer que le CFCM. Voilà, je partage vraiment votre point de vue. Et il ne faut pas oublier également que cet islam, et je pense que vous en conviendrez, en tout cas, pénétration de l'islam dans la société française est quelque chose d'encore récent et on doit encore passer des décennies encore à pratiquer cette religion, à faire que cette religion, par touches successives, par sédimentation, pénètre la société française. Et ensuite, je garde l'espoir qu'il y aura une coexistence pacifique. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier. Merci infiniment pour ces débats, ces échanges qui ont été très fructueux, très intéressants. Merci beaucoup. Ça a été également Merci pour à vous. moi une émission spéciale, puisque d'habitude je suis à votre place et je suis moins le modérateur que l'intervenant. Comme je vous l'ai dit, ce sont des éléments qui étaient très intéressants. Les thématiques abordées nous avons essayé d'être le plus transversal possible pour pouvoir répondre aux questions fondamentales qui traversent la société française, pour vous donner, dans la langue de Molière, en tout cas un point de vue qui était un peu différent, une sorte de présentation de la situation et de la politique française. Je tiens à vous remercier pour votre intérêt et au plaisir de vous revoir dans une autre émission. Merci beaucoup.